Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 16 septembre. À la une ce soir, 3 mois après les intempéries exceptionnelles qui ont impacté la région centre, nous irons à Villandry. Souvenez-vous, au mois de juin dernier, la digue menaçait de céder sous la crue du Cher et les habitations devaient être évacuées le plus vite possible. On fait le bilan ce soir. Dernière ligne droite ce dimanche, 34e édition des 10 et 20 km de Tours et 3e édition du marathon. 300 bénévoles sont attendus pour sécuriser les intersections du parcours. Nous avons suivi les derniers préparatifs et on vous donne même quelques conseils ce soir pour être en forme dimanche. Les journées du patrimoine ce week-end donneront l'occasion à de nombreux curieux de découvrir des sites habituellement fermés au public. Dans ce journal, on vous présente la Tour Saint-Antoine, vestige de la cité royale de Loches. 150 marches à escalader et les réservations sont pourtant déjà complètes. Bonsoir à tous. 3 mois après les intempéries exceptionnelles qui ont touché notamment la région Centre-Val-de-Loire, le Premier ministre Manuel Valls se rendra lundi à Montargis et à Nemours auprès des élus locaux et des sinistrés pour suivre l'avancée des réparations et des indemnisations. L'occasion ce soir de faire le point sur la digue de Villandry, menacée par la crue du Cher en juin dernier, ce qui avait entraîné l'évacuation d'une partie des habitations. Amanda Breuer-Rivera. Difficile d'imaginer aujourd'hui jusqu'où l'eau est montée lors de la crue du Cher en juin dernier. Alors l'eau est montée jusqu'à... Alors on a repérage, je ne sais pas s'il est encore présent sur le garde-corps, mais au-dessus de l'étiquette rouge que vous avez là, de tableau thématique. 3 mois auparavant, le Cher, gorgé d'eau, pèse sur la digue de Villandry. Durant 4 jours, le niveau d'alerte a été dépassé. Soit il y a eu plus de 15% de chances que l'ouvrage cède sous la pression du fleuve. Face au risque, 300 habitants ont été évacués et une surveillance permanente a été mise en place, notamment sur les points stratégiques comme ce Clapet. Aujourd'hui, le bilan est positif. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de constatation de désordre de la digue. Donc elle a très bien fonctionné, elle a très bien réagi, elle a fait son travail. Maintenant, il faut qu'on continue à l'entretenir de façon à ce qu'elle continue à faire le pourquoi elle est faite, c'est-à-dire protéger. Plus de peur que de mal. La digue de Villandry, par sa structure et sa proximité de la confluence entre la Loire et le Cher, est moins résistante que les autres digues du secteur. Aujourd'hui, une étude de danger est en cours pour mieux connaître sa résistance et modéliser les scénarios de rupture. Le but est d'améliorer la gestion de crise. Cette étude va aussi affiner la connaissance du risque réel. Le niveau de sûreté de la digue de Villandry est un niveau de sûreté estimé et on a souhaité aller beaucoup plus loin et approfondir ce niveau de sûreté au travers d'une étude beaucoup plus précise qui pourra d'ailleurs soit le confirmer, soit le repositionner. Il est possible qu'à l'issue de l'étude de danger, le niveau de sûreté soit modifié. Cette étude de danger apporte aussi des préconisations pour améliorer la solidité de l'ouvrage et donc la sécurité des habitants. Ces conclusions vont être rendues publiques en novembre prochain. Face à la mauvaise foi, nous choisissons la République bienveillante. Les présidentes et présidents de régions socialistes, François Bonneau, Carole Delga, Alain Rousset, Marie Guy-Dufay, le premier vice-président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, signe une tribune pour dénoncer, je cite, les réactions affolées, outrancières et manipulatrices de certains s'agissant de la gestion des migrants. Dans ce communiqué, les élus se disent prêts à prendre leurs responsabilités face à un devoir de solidarité qui nous concerne tous. Dans un pays de 65 millions d'habitants, l'accueil de 7000 migrants ne peut apparaître déraisonnable. Fin de citation. À Tours, le premier tronçon de la nouvelle passerelle Fournier a été placé au-dessus des voies SNCF de la gare de Tours. Il n'y aura fallu que 45 minutes pour effectuer la manœuvre. Une immense grue unique en France a été spécialement installée pour l'occasion. J'ajoute que le levage du deuxième tronçon sera réalisé ce dimanche à partir de 23h30 sur le chantier et rue Édouard Vaillant. En 2019, un grand complexe sportif dans l'agglomération de Tours pourrait bien voir le jour. Une décision prise par les élus de Tours Plus afin de valoriser le sport dans la future métropole. Ce complexe pourrait accueillir notamment une double patinoire. Philippe Briand, président de Tours Plus, et Serge Babary, maire de Tours, souhaitent porter les valeurs du hockey, un sport majeur dans l'agglomération, a souligné hier l'adjoint au sport à la ville de Tours, Xavier Datteux.
Et on continue justement avec le sport. Dimanche auront lieu la 34e édition des 10 et 20 km de Tours et la 3e édition du marathon qui ont bien failli ne pas voir le jour. En effet, le préfet d'Indre-et-Loire demandait la mise en place d'un dispositif de sécurité exceptionnel. Heureusement, 300 bénévoles viendront avec leur véhicule afin de sécuriser les intersections du parcours. Entre aujourd'hui et demain, les participants sont invités à venir récupérer leur dossard. Bastien Mathieu. Ça se rapproche pour les nombreux participants. Dans 2 jours, le départ des 10, des 20 km et du marathon sera donné. En attendant, aujourd'hui, c'était une étape symbolique, le retrait des dossards. La plupart ont même attendu la dernière minute pour s'inscrire. Alors là, je me suis inscrit il y a une demi-heure. J'allais faire un tour pour voir les stands et tout. Hier, sur Internet. D'accord. Voilà, à la dernière minute, voilà. Vous attendiez un peu de savoir si ça allait avoir lieu ou pas ou... Non, toujours à la bourre, toujours à la bourre. Longtemps, la tenue d'un des plus grands événements sportifs tourangeaux de l'année est restée en suspens. C'était donc avec soulagement que les participants pouvaient venir retirer leur dossard. C'est vraiment un miracle. Organiser ça en 15 jours, c'est quasiment du domaine de l'impossible. Nous y sommes arrivés avec les bénévoles, avec le comité d'organisation, avec plein de gens autour de moi. Et puis finalement, on va dépasser les 12 000. Depuis 3 semaines, c'est un véritable élan de soutien qui est venu de nombreux Tourangeaux, notamment de la part des quelques 300 volontaires qui ont accepté de prêter leur véhicule pour sécuriser les intersections tout au long du parcours. Aujourd'hui, eux venaient connaître les instructions et bien sûr l'emplacement de leur véhicule. Pour une fois qu'on peut barrer la route avec notre voiture. Sans rien nous dire. Sans rien nous dire, c'est parfait. Il faut du bénévolat, autrement il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. Hein. On ne peut plus rien faire s'il n'y a pas de bénévoles. Chacun d'eux devra donc déposer sa voiture à l'une des intersections du parcours et ce durant toute la matinée. Le tout pour permettre aux autres courageux, les coureurs, de ne se concentrer que sur la course. Et quel temps prévoit Météo France ce dimanche? Eh bien, regardez, au départ des courses, le ciel sera couvert avec un petit risque d'averse. Mais heureusement, des éclaircies sont attendues à partir de 14 h, accompagnées d'un léger vent du nord. La dernière ligne droite, donc avant le grand jour, l'heure des derniers entraînements. À quelques heures du coup d'envoi, les coureurs se préparent tranquillement. Alors, comment évacuer le stress ou encore bien se nourrir? Voici quelques conseils. Clémence Drouet. Pour certains, c'est un t-shirt fétiche, pour d'autres, juste l'objectif en vue. Peu importe leur manière d'aborder la course, ils seront sur la ligne de départ dimanche pour une performance de 10, 20 ou 42 km. Leur objectif commun, améliorer leur temps. À l'heure du dernier entraînement, les licenciés de l'association Athlétique 3 Tours sont sereins. Au programme du jour, des exercices moins poussés que d'habitude, inutile de dépenser trop d'énergie avant le jour J. Et pour cette course, les attentes sont nombreuses. Les meilleures conditions, que je trouve un bon rythme et qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est vrai que ça peut être un peu gênant d'être entraîné dans une foule ou de s'éparpiller, je ne sais pas. Essayer de garder son rythme personnel et être dans un bon feeling et se faire plaisir. Et pour se faire plaisir durant la course, il faut s'être entraîné et surtout ne pas bouleverser ses petites habitudes quelques heures avant le départ. Surtout ne rien changer de l'équipement et ne pas introduire de nouveaux aliments. Ça, c'est important. Le chaussage, par exemple, ne jamais le changer au dernier moment. Et puis, ne pas introduire d'aliments qu'on ne consomme pas d'habitude. Par exemple, l'erreur qu'on peut faire, c'est au petit déjeuner, vouloir absolument consommer des pâtes alors qu'avant, on consommait du pain. Il faut avoir digéré pour bien faire sa course. Donc, la préconisation d'avoir fini son repas au moins 3 heures avant, déjà pour être bien réveillé, mais pour avoir digéré, c'est important de respecter ce délai. Des contraintes alimentaires et des heures d'entraînement, cela peut sembler contraignant. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie, rien ne peut remplacer la fierté d'avoir dépassé ses limites, sans rien lâcher, jusqu'au bout. Après l'or et un record du monde, une 3e médaille. Marie-Amélie Le Fur a décroché le bronze hier aux Jeux paralympiques de Rio en se classant 3e du 200 mètres. Derrière la néerlandaise Van Rijn et l'allemande Ben Soussan. Elle a ainsi égalé son record de médailles paralympiques établi à Londres en 2012. Demain, la double championne tentera de conserver son titre à l'occasion du 100 mètres qu'elle avait décroché à Londres il y a 4 ans. Dès demain auront lieu les 24 heures du Mans en karting. Une équipe tourangelle y participera. La team TCRS 37 Chambray-les-Tours, composée de 4 tourangeaux. On écoute d'ailleurs Daniel Troyot, le manager de l'équipe qui était l'invité de Bastien Mathieu dans Stadium lundi dernier.
Les pilotes se connaissaient, 3 d'entre eux ont fait leurs études dans les mêmes établissements, donc déjà copains d'enfance, et un 4e qui s'est rajouté à l'équipe au travers du kart. Et donc une ambiance copain, c'est d'abord ce à quoi je tiens beaucoup, parce qu'il ne faut pas que ce soit avec des tiraillements de droite à gauche, sinon ça ne marche pas. Et les 24 heures du Mans karting, c'est 8 heures de direct sur TV Tour Val-de-Loire. On jette un coup d'œil justement sur les oreilles de diffusion. Demain, entre midi et 13h, les enjeux de la course. 14h30, 16h, 18h, 20h, la course en direct. Dimanche, 10h midi, la course en direct, encore une fois. Et 14h, 15h30, évidemment, les derniers tours de piste et l'arrivée de la course. C'est l'un des bâtiments emblématiques de la cité royale de Loches. La tour Saint-Antoine sera exceptionnellement ouverte au public ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. 150 marches à escalader. Le défi n'effraie apparemment pas puisque les réservations sont déjà complètes. Wilfried Redonné. Difficile de ne pas remarquer la tour Saint-Antoine. D'où que l'on soit dans Loches, elle se dresse majestueusement au milieu de la cité royale. Mais malgré son omniprésence dans le paysage lochois, la tour d'architecture Renaissance reste méconnue. Et pour cause, elle n'ouvre ses portes au public qu'un week-end dans l'année, à l'occasion des Journées du patrimoine. Preuve de son attractivité, les visites sont déjà complètes pour cette année. Pour visiter le cœur de la tour, il vous faudra de bonnes jambes. Plus de 150 marches séparent le rez-de-chaussée de la première balustrade, la seule accessible au public. Tour à tour clocher et beffroi, les utilités de cette tour se contredisent et laissent perplexes les historiens. Alors les historiens se posent encore énormément de questions sur cette tour Saint-Antoine, tout simplement parce qu'on manque de sources sur cette période. On ne conserve pas les délibérations, par exemple, du corps de ville, ce qui ne permet pas d'avoir des informations sur la construction, les modalités de construction et de financement de cette tour. Une fois à l'intérieur, le cœur de la tour se dévoile, vide et sans vie. Depuis bien longtemps, le clocher a disparu. Alors, la tour Saint-Antoine n'a plus de cloche depuis le début du 19e siècle. Après la Révolution, la collégiale Saint-Ours qui est derrière nous a perdu ses cloches par vandalisme et les cloches de la tour Saint-Antoine dans laquelle nous sommes ont été transférées à la collégiale Saint-Ours pour remeubler finalement la collégiale qui n'avait plus ses cloches. Reste encore le panorama fabuleux qu'offre la tour Saint-Antoine. Du haut de ses 52 mètres, elle sublime les autres bâtiments de la ville et offre une vue inédite sur la cité royale. L'homme que l'on reçoit dans un instant s'est lancé un pari fou en 2011. Courir le marathon de New York. Et pourtant, la dernière fois qu'il a chaussé ses baskets, c'était au lycée. Aujourd'hui, il raconte son aventure trépidante dans une BD qu'on vous présente dans un instant. Et si comme lui, vous vous lancez pour la première fois dans l'aventure du marathon dimanche à Tours, vous êtes au bon endroit, au bon moment. À tout de suite.